Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à toutes et à tous, touche pas à mon compteur avec Maude Bigan. Bonjour Maude. Bonjour Florian. Aujourd'hui on continue avec les émissions un peu de la semaine dernière et de la semaine d'avant, c'est-à-dire le démantèlement d'EDF, dérégulation du marché de l'énergie, la vente à la découpe d'EDF, et en gros un service public de 50 ans qui a été découpé, sabré en plusieurs étapes. Voilà. Donc on va étudier et analyser cela aujourd'hui et du coup montrer évidemment potentiellement comment cette manière de sabrer, si on peut dire, le système de l'électricité française, évidemment, vous pouvez l'imaginer, aura un gros impact sur nos factures et sur nos impôts. Sabré, c'est-à-dire dans quelques... Eh bien, on va voir en plusieurs étapes comment ça s'est passé Ouais. et finalement, quelque part, en connaissance de cause. Parce qu'effectivement, si on reprend un petit peu l'historique de ce système, on va dire, de dérégulation qui a eu lieu petit à petit par étapes, je vous invite d'ailleurs pour ça à aller regarder les deux documentaires, je le redis encore, de Gilles Balbast, Main basse sur l'énergie, qui est le dernier, et puis celui d'avant, qui est EDF, les apprentis sorciers. Vous les trouvez sur YouTube. Vous y trouvez notamment un historique de cette dérégulation, dont la première étape commence par une directive européenne du 19 décembre 1996, donc sous Jacques Chirac à l'époque, qui effectivement commence à ouvrir la voie vers une dérégulation du marché de l'énergie, en particulier donc en France. En fait, 96, c'est une date intéressante parce que c'est également le moment où on a privatisé le système, si vous voulez, électrique californien. C'est intéressant de voir que dans la foulée, si vous voulez, de cette privatisation aux États-Unis, en Californie, on a eu 4 ans plus tard un blackout important qui a montré l'échec de cette politique en fait, alors que parallèlement en France, donc, on avançait les jalons pour aller dans la même direction. Donc, on avait un exemple criant, évident, d'échec de cette politique, et pourtant, on se laissait guider par l'Europe et peut-être les lobbies qu'il y a derrière pour brader et sabrer finalement notre système de service public d'électricité française qui avait été donc créé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et qui fonctionnait très bien. Donc, petit rappel rapide que vous pouvez trouver donc dans ce documentaire EDF, les apprentis sorciers, de la crise californienne. Donc, à la suite, si vous voulez, de ce système de privatisation de la production de l'électricité en Californie, vous avez eu des opérateurs privés qui ont commencé à diminuer les capacités de production pour, très logiquement, faire monter les prix. Donc, vous avez commencé à avoir finalement très peu de marge quand il y avait des fortes consommations en Californie et un risque de blackout très important, parce qu'il faut bien comprendre qu'on nous a vendu cette libéralisation comme étant le fruit d'une pensée libérale, comme on dit, qui est que l'électricité est une marchandise comme une autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de spécificité sur l'électricité et qu'on peut se permettre d'avoir un secteur tout à fait libéralisé avec des acteurs privés et que ça marcherait très bien. Mais en pratique, vous le savez très bien, l'électricité, c'est pas du tout une marchandise comme une autre. C'est quelque chose qui est un peu l'épine dorsale de toute notre économie et même de la vie de beaucoup de citoyens aujourd'hui, de la quasi-totalité des citoyens aujourd'hui. Ce qui fait qu'effectivement, si vous privez les personnes d'électricité, vous arrêtez complètement le pays, vous créez un chaos terrible. Je répète que notre alimentation en eau potable dépend de l'électricité, que les pompes à essence fonctionnent à l'électricité. Tout est relié. Voilà, plus de pompes à essence, plus d'approvisionnement non plus des magasins, avec des chaos, des émeutes et très très rapidement du pillage et tout ce que vous pouvez imaginer. Également que nos réacteurs de centrales nucléaires, même quand ils sont à l'arrêt, doivent continuer à avoir de l'électricité pour être refroidis. D'accord ? Donc un blackout, si vous voulez, a des effets absolument désastreux sur énormément de plans. Donc ce qu'on a vu en Californie, c'est que les opérateurs ont commencé à faire baisser les capacités de production. Vous avez commencé à avoir des pénuries organisées. Ils ont commencé à jouer également avec le système. C'est-à-dire que on peut générer un blackout pour l'énergie qui a du mal à être stockée, comme vous le savez. On peut générer un blackout soit en supprimant des capacités de production. Donc, du coup, on ne produit pas assez par rapport à la demande, ou alors en créant un engorgement, c'est-à-dire
trop de production par rapport à la demande. Et en fait, on a vu que des entreprises comme Enron, par exemple, qui a été célèbre justement sur cette période-là, eh bien, ont joué avec le marché, justement en utilisant les spécificités de l'électricité, qui n'est pas une marchandise comme une autre, et qui ont donc fait croire certaines fois aux gestionnaires de réseau qu'il y avait qu'il y avait un engorgement, s'il y avait trop d'électricité. Et donc en là, fait, c'est un engorgement. Alors. Il faut comprendre qu'on on paye les producteurs pour qu'ils produisent plus s'il n'y a pas assez d'électricité ou qu'ils produisent moins s'il y a engorgement. Dans tous les cas, ils gagnent. Et là, en fait, ils ont joué sur les deux tableaux. Ils ont créé des moments de pénurie où on les payait pour produire plus, et ils ont créé des moments d'engorgement supposés, c'était pas vrai, mais des moments d'engorgement supposés. Alors je ne sais pas comment ils ont réussi à faire passer cela, mais visiblement au niveau des gestionnaires de réseau, ils ont réussi à se faire payer plusieurs millions de dollars pour réduire une production qui en fait n'était pas trop importante à pas la hausse, quoi, qui était vraiment voilà, bien, qui était normale. Voilà. Donc c'est vraiment très bizarre, mais donc on voit bien que l'électricité n'est pas du tout une marchandise comme une autre. Avoir barre sur l'électricité d'un pays, c'est avoir barre sur le pays, d'une part. Donc c'est absolument sensible et crucial de maintenir la main d'un point de vue service public sur l'électricité, mais également les opérateurs, dès qu'on leur donne la possibilité de le faire, jouent sur les spécificités de l'électricité pour, en gros, faire plus d'argent pour leurs actionnaires. C'est ce que visiblement un responsable d'Enron a répondu au gouverneur de Californie, Gray Davis, qui à l'époque donc avait eu l'idée, et puis je pense qu'il y a été obligé, quand en janvier 2001, ils ont commencé à avoir de gros blackouts en Californie et qu'il a été obligé de faire des alimentations tournantes, si vous voulez, et des coupures tournantes, un truc qui est du jamais vu, quoi. Visiblement, la Californie, ça a le même PIB que la France, vous savez bien que c'est une région extrêmement riche. Ils avaient apparemment 45 000 mégawatts de production possible à cette époque. Et les opérateurs ont organisé une pénurie alors que la Californie, à ce moment-là, ne consommait que 25 000 mégawatts d'électricité. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et quand le gouverneur a voulu essayer de sortir de cette situation, il a engagé la Californie et les contribuables californiens dans un paiement sur plus de 20 ans d'une électricité, des contrats de fourniture d'électricité au prix fort que les opérateurs ont imposé quelque part à l'État. C'est-à-dire qu'au moment où le gouverneur a cédé et a engagé les impôts des Californiens dans cette démarche, eh bien, tout d'un coup, comme le disent les associations de défense des consommateurs, l'électricité a été rallumée. L'électricité est revenue. Ils ont dégagé à ce moment-là des capacités de production qui avaient été fermées à dessein pour générer une pénurie artificielle. Voilà. D'accord. Donc on voit très bien ce que ça donne. Et ça, c'est l'exemple californien. Donc une privatisation, une dérégulation complète à partir de 96 et un blackout qui n'a pas traîné à se faire voir, c'est-à-dire en 2001, janvier 2001. D'accord. Donc à ce moment-là, alors qu'en France, on avance sous le gouvernement Chirac avec le Premier ministre Jospin, par exemple. C'est en 96, on le rappelle. Alors en 96, c'était Chirac. En 2000 et ensuite 2002 pour le sommet de Barcelone où main dans la main, un peu quelque part, Jacques Chirac et Lionel Jospin ont acté le principe de la dérégulation. On avait déjà ce retour d'expérience californien. Et donc, on savait très bien que cette idée d'une marchandise comme une autre était un leurre et que les conséquences pouvaient en être désastreuses. Et pourtant, on a suivi la pression de Bruxelles et des lobbies qui vont derrière et qui servent les maîtres qui peut-être vont racheter à la découpe EDF qui, quasiment 20 ans plus tard, se retrouve maintenant dans une situation de très grande faiblesse. Donc on est parti d'un groupe costaud, un groupe qui n'était pas envisageable justement de revendre d'une quelconque manière, mais qui maintenant qu'il a été suffisamment affaibli, va pouvoir être vendu à la découpe. Donc comme nous explique clairement d'ailleurs un excellent article que je vous recommande, c'est un article donc de Mediapart qui s'appelle donc EDF menacé d'être transformé en bad bank du nucléaire, qu'on va expliciter en détail parce qu'il est vraiment très très pertinent. Ça date du 16 mai 2019, donc c'est Martine Orange qui a fait cette synthèse et qui a fait beaucoup d'articles visiblement sur Mediapart dans le domaine de l'énergie et qui donc est bien informé sur le sujet. Voilà. Donc en fait, on est dans une situation où
en fait, juste avant les européennes, en fuité dans le Parisien, une nouvelle que le gouvernement ne voulait pas voir sortir avant les européennes, qui est cette idée qu'on allait, puisque vous le savez peut-être, EDF a été privatisé au début des années 2000, on allait en fait là renationaliser une partie d'EDF, c'est-à-dire remettre ça sous la coupe de l'État, mais aussi donc sous le financement direct et régulier potentiellement des contribuables. Donc on allait renationaliser toute la partie production nucléaire. Et on allait vendre tout ce qui est, au contraire, la partie qui est quelque part la vache à lait de EDF et qui l'a soutenue au cours de ces dernières années de dettes importantes. Et la vendre en petite partie à plusieurs... Voilà, on va revendre en particulier Enedis, notamment. D'accord. Par exemple, entre Enedis, autres, voilà. Qui, alors, on l'a déjà cité dans les émissions précédentes. Je vous parlais d'un article d'Alternative économique de 2018, voilà, avril 2018. Donc, on remettra le lien au niveau du site ou sur le site stop-linky.fr. Eh bien, cet article détaille de façon très très claire que, en moyenne, 82% des bénéfices de Enedis sont ponctionnés par la société mère EDF pour aider à équilibrer son bilan. Donc, si vous enlevez les vaches à lait qui aident à soutenir EDF, ne reste plus que ce qui coûte très cher. Et ce qui doit donc être payé très cher à la fois par les usagers et également soutenu par les contribuables. Rappelons que, par exemple, en 2016, EDF a subi ou a bénéficié dans ce contexte-là d'une remise à flot de 3 milliards d'euros, par exemple, directement pris dans la poche des contribuables. Vous avez également tout ce qui est les coûts planifiés du fameux démantèlement d'un certain nombre de centrales nucléaires soi-disant vieillissantes, mais qui effectivement sont maintenues de plus en plus. Vous voyez bien qu'on parle toujours de décaler encore un peu plus, par exemple, la fermeture de Fessenheim. C'est un peu le serpent de mer, on en parle depuis des lustres. Là, maintenant, c'est soi-disant prévu pour 2020. Quand on regarde le programme de maintenance de ces pour permettre que des centrales nucléaires dépassent cette durée de vie programmée qu'on avait d'abord donnée autour de 25-30 ans et qui maintenant est bien plus que cela, on appelle ça le grand carénage. D'accord ? Ça correspond, nous dit cet article dont je vous parle, EDF menacé d'être transformé en bad bank du nucléaire, ça correspond à un investissement estimé à 45 milliards d'euros qui dépasse les fonds propres de EDF. Donc on ne sait pas du tout d'où va sortir cet argent. Donc on ne sait pas en fait construire de nouvelles centrales nucléaires, puisqu'on le voit avec l'EPR de Flamanville et tous ces déboires, 11 milliards de coûts à l'heure actuelle au lieu de 3 milliards prévus initialement, à peu près 10 ans de retard. Idem pour l'EPR qu'on devait fournir à la Finlande, d'accord, et qui a également 10 ans de retard. Donc on a une situation où finalement on ne sait pas vraiment construire de nouvelles centrales modernes, entre guillemets. Mais ça peut arriver à l'avenir ou pas? En fait, le problème, c'est que, si tu veux, on est maintenant dans une situation d'endettement terrible du groupe d'EDF, qui est plombé aussi par le bilan d'Areva, puisque quand Areva, qui était chargé justement de construire l'EPR de Flamanville, l'EPR finlandais, a également été donc plombé par un scandale d'uramine. C'était quand à peu près? Alors, on reparlera de ce grand scandale qui a vu le jour autour de essentiellement 2014. C'est essentiellement autour de là que tout a été révélé. Donc ça, c'est récent quand même. Ça fait plusieurs années, si tu veux, que Areva était vraiment, disons, dans le rouge. Il y a eu beaucoup d'alertes. On en reparlera en détail parce qu'il faut vraiment une émission spécifique sur le nucléaire ou sur Mais quelles seraient les solutions du coup pour rattraper ce retard? Je termine sur ça et je réponds à ta question après. L'idée générale, c'est que donc Areva a été chargé de l'amont et de l'aval, c'est-à-dire du traitement des déchets, mais également en amont de la fabrication de l'EPR de Flamanville et de l'EPR finlandais, et puis de l'approvisionnement en uranium. Donc ils ont fait par exemple une grande opération qui leur a coûté très cher, avec beaucoup de conflits d'intérêts, on y reviendra, avec l'achat d'une entreprise qui s'appelait Uramine, qui était censée avoir des champs d'uranium au Niger qui se sont révélés complètement inexploitables
table et qui ont pourtant été achetés au prix fort à un moment d'une bulle spéculative boursière autour de cette entreprise, justement, autour de 2 milliards, d'accord, 2 milliards d'euros. Beaucoup de conflits d'intérêts derrière tout ça, y compris sur le mari de Anne Lauvergeon, qui était donc la directrice de Areva à l'époque et qui avait donc chapeauté cet achat. Donc son mari, Monsieur Frick, ça ne s'invente pas, hein, donc, a effectivement été poursuivi pour conflit d'intérêts là-dessus au cours de ces opérations financières, on va dire, autour du Ramin. Donc on est dans une situation où Areva, en 2014, affichait plus de 8 milliards de pertes. Et donc il y a eu faillite prononcée d'Areva, mais c'est EDF qui a récupéré dans son bilan cette pomme empoisonnée, on pourrait dire, hein, ce cadeau empoisonné, qui a été donc du coup les EPR, en cours de construction et toujours pas fini, qu'il doit essayer d'assumer et pour lesquels, évidemment, le trou est tel et l'entêtement incroyable de vouloir continuer à en construire comme à Hinkley Point, par exemple, sous la demande du gouvernement. C'est ce que nous révèle en fait cet article de Martine Orange, donc du 16 mai 2019, EDF menacé d'être transformé en bad bank du nucléaire. Ça nous révèle qu'en fait, alors qu'on est déjà dans une situation dramatique, que EDF est extrêmement endetté, que EDF est plombé également au niveau de sa clientèle par la loi NOM dont je vous parlais les autres séances, d'accord, la semaine dernière et la semaine d'avant. Cette loi de 2010 qui oblige EDF à se tirer une balle dans le pied, en fait, à payer quelque part de sa poche, si on peut dire, en tout cas à vendre à prix coûtant son électricité à des concurrents, 25% de son électricité à des concurrents qui vont lui piquer des clients, d'accord. On parlait de Direct Énergie, l'Empiris et autres, d'accord. Et qui maintenant en demandent encore plus pour pouvoir encore plus spéculer quand ils ont utilisé leur quota des 25%. On en a parlé déjà la semaine dernière, donc je réfère nos auditeurs à cette émission. Donc une entreprise, un groupe public qui perd des clients, qui a un bilan plombé par les mauvaises gestions, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Areva, les problèmes techniques d'Areva également dans la construction des EPR. Donc, une situation déjà dramatique qui fait que Thomas Pickmal, l'ancien directeur financier d'EDF, a claqué la porte quand le groupe, sous la direction du gouvernement, donc le gouvernement a demandé, à l'époque c'était Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie et qui maintenant vient de reconduire Monsieur Lévy, le directeur d'EDF, à son poste pour visiblement la première fois depuis 1987 qu'un directeur de EDF est reconduit deux mandats de suite par le gouvernement. Ouais. Il doit faire du bon travail, on suppose. En tout cas, là, on lui a confié la mission du démantèlement de EDF. D'accord ? Donc, l'idée générale, c'est que on a maintenant un groupe qui bat énormément de l'aile, qui a beaucoup de problèmes financiers, qui est extrêmement endetté. Et donc, on dit, ah ben, désolé, on ne peut plus continuer comme ça. Maintenant, il va falloir vendre au privé ce qui est rentable. C'est toujours pareil, d'accord ? Privatiser les gains et on va garder ou faire revenir dans le giron du public ce qui est potentiellement problématique, très cher en tout cas, c'est-à-dire le nucléaire. Bon, c'est aussi stratégique pour alimenter l'électricité en France. Visiblement, cet article nous montre clairement qu'on ne cherche pas à vraiment encourager la transition énergétique, on cherche surtout à pérenniser le nucléaire. Il faut dire que c'est essentiellement de là que dérive notre énergie, hein, c'est clair. Mais effectivement, on ne sait pas quoi faire des déchets. La centrale de Brennilis, ça fait plus de 20 ans qu'on essaye de la démanteler, on est toujours en cours. On estime à peu près 60 ans le temps d'un démantèlement de centrale, donc on est dans une fuite en avant, mais tout ça aux frais du contribuable, essentiellement. Et vous pouvez bien imaginer, dans un contexte comme cela, que tout ce qui est le tarif régulé, ça va disparaître. D'ailleurs, EDF est en train d'envisager une sorte de variabilité dans un plafond et un plancher, si vous voulez, du prix régulé, qui serait donc plus vraiment si régulé que ça. Il serait déjà fluctuant en fonction des prix du marché. Mais également la péréquation tarifaire, c'est-à-dire que vous habitiez dans un petit coin perdu ou que vous habitiez en ville, actuellement vous avez le même tarif de l'électricité, demain ce ne sera plus le cas. C'est-à-dire que peut-être si vous êtes dans un coin isolé, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir ce prix, vous aurez un prix beaucoup plus élevé. D'accord ? Donc on est dans une situation où le service public est condamné et où tous les acteurs vraiment de la filière qui connaissent bien le secteur sont vent debout contre ce projet-là. Mais on a rendu EDF tellement fragile et tellement endetté que maintenant on est dans une situation où on dit on ne peut plus faire autrement. Et on a la pression européenne également qui dit
En gros, bon d'accord, on accepte que vous ne privatisiez plus les barrages, ça va rester avec la partie publique, avec la centrale nucléaire. Indispensable d'ailleurs puisque c'est ça qui effectivement permet de maintenir les niveaux d'eau des rivières et donc de pouvoir permettre le refroidissement des centrales nucléaires. Donc c'est indispensable de les garder ensemble. Mais du coup, on nous dit, mais oui, mais la Commission européenne va exiger en retour d'autres concessions, c'est-à-dire la vente des morceaux les plus juteux d'EDF au privé. D'accord ? Et nous, eh bien, c'est à se demander si on est du côté des Français ou du côté des lobbies bruxellois et de ceux qui les mènent, mais on dit amen à tout ça. C'est étonnant et c'est surtout très inquiétant pour l'avenir, pour la pérennité des infrastructures et pour la pérennité de notre approvisionnement en électricité. Merci et je ne vous beaucoup, dis pas pour vos factures. Merci beaucoup, Maud. Alors, passer peut-être à l'indépendance énergétique le plus rapidement possible, je pense que ça va être d'actualité. D'accord, merci. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.